Je voudrais, en début de propos, dire merci à toute la presse ici présente. L'occasion pour moi donc de renouveler donc ma reconnaissance aux femmes et aux hommes des médias qui accompagnent donc le gouvernement. Et grâce à votre action de veille et d'interpellation, donc nous arrivons à consolider donc notre processus démocratique et toute notre dynamique de développement. Alors il faut dire que il vous souviendra que nous avons reporté donc la reprise des activités pédagogiques au 1er juin 2020, donc pour les classes d'examen, et reporté à une date ultérieure donc la reprise donc pédagogique pour les classes intermédiaires et le préscolaire, dans le but donc de réunir donc les conditions nécessaires à une reprise d'activité dans des conditions sanitaires optimales, comme cela a toujours été donc la vision et comme cela a toujours été donc l'objectif affiché donc du gouvernement. Alors c'est ainsi que profitant de cette situation, donc j'ai instruit l'ensemble des directeurs provinciaux donc de l'éducation, donc des enseignements préscolaires, primaires, non formels et des enseignements postprimaires et secondaires, à l'effet de réunir donc dans les différents établissements les enseignants pour faire le point de l'état d'exécution de l'année scolaire à tous les niveaux, afin que nous puissions ensemble donc faire des propositions d'achèvement de cette année scolaire. Et j'ai souhaité effectivement que ce point soit fait avec des propositions d'achèvement de l'année scolaire. Donc ce qui a été fait, et nous avons reçu l'ensemble des 90 rapports, puisqu'il y a 90 directions provinciales, un par ordre d'enseignement, donc les deux grands ordres d'enseignement, donc 2 par province. Nous avons reçu les 90 rapports le 15 mai 2020. Et à l'issue donc de cela, nous avons mis en place une commission qui a fait une synthèse de l'état d'exécution donc des activités pédagogiques à tous les niveaux et examiner aussi les différentes propositions donc qui sont apparues afin donc d'organiser, et c'est ce que nous avons fait, une réunion de cabinet extraordinaire élargie à l'ensemble des directeurs provinciaux, des directeurs régionaux et des responsables au niveau central. Et donc ce travail a été fait et le 22 mai dernier, nous avons organisé donc, cette réunion de cabinet donc, extraordinaire élargie donc, pour faire le point donc, de tout ce qui est revenu, faire le point de l'état d'exécution de l'année scolaire en lien avec les standards que nous avons au niveau national et un peu au niveau international, en lien avec la situation de la pandémie et de l'exécution de l'année scolaire. Et à l'issue donc de cela, un certain nombre de propositions ont été faites pendant cette réunion que nous avons soumis donc au gouvernement pour prise de décision. Donc c'est ainsi que le gouvernement a décidé, à l'issue justement du point qui a été fait sur l'état d'exécution de l'année scolaire, et a décidé donc que pour le préscolaire, l'année scolaire pouvait être considérée comme validée, l'année scolaire 2019-2020. Pour le primaire, il faut dire que vous avez 3 niveaux. Donc vous avez les niveaux CP1 et CP2, vous avez les niveaux CE1 et CE2, et les niveaux CE2, CM1 et CM2. Alors on considère que le CP2 est une consolidation des acquis du CP1, le CE2 est une consolidation des acquis du CE1, et le CM2 est une consolidation des acquis du CM1. Et dans le cadre donc justement donc, de cette évaluation pédagogique, donc en lien avec les textes que nous avons, les élèves donc de CP1, de CE1 et de CE2 peuvent passer en classe supérieure, quelle que soit la moyenne obtenue. Et donc c'est ainsi que donc, le Conseil a décidé que donc, les CP1, les CE1 et les CM1 passeront tous en classe supérieure, quelle que soit la moyenne obtenue, puisqu'ils vont dans des classes de consolidation des acquis. Maintenant, pour les autres, pour les CP2, les CE2 et les CP2 et les CE2, puisque le CM2 c'est une classe d'examen, donc eux ils feront l'objet d'appréciation d'une moyenne. Comme au poste primaire et au secondaire pour toutes les classes intermédiaires, donc les CP2 et les CE2 et les classes intermédiaires des enseignements post-primaires et secondaires, donc l'année scolaire donc, est considérée comme validée, et pour l'appréciation du passage des élèves,
le gouvernement donc a décidé que la meilleure moyenne obtenue dans l'ensemble des trimestres ou des semestres sera utilisée pour le passage. Donc ça voudrait dire que si vous avez 9 de moyenne au premier trimestre et 10 de moyenne au second trimestre, c'est un exemple que je donne. Donc la moyenne retenue c'est 10 de moyenne et vous passez en classe supérieure. J'ai vu lorsque donc les propositions ont fuité de quelqu'un qui a fait un commentaire en disant quelqu'un qui a 10 à 4, effectivement, si vous avez 4 dans un trimestre et 10 dans un autre, c'est la moyenne de 10 qui est retenue. Mais je voudrais dire que dans ces cas de figure, c'est des situations exceptionnelles et qui peuvent s'expliquer. Une première explication peut être liée à l'évaluation elle-même. Parce que nous, il faut éviter donc la pédagogie de l'échec. On n'est pas dans cette dynamique. Et donc, quelqu'un qui a 4 et quelqu'un qui a 10 et après qui a 4, donc on doit se poser la question de l'évaluation. Mais ça peut être lié aussi à un certain nombre donc, de pesanteurs qui sont apparus durant le cursus, donc des chocs, etc. Et donc, ici, ça peut être des exemples qui apparaissent, mais ça n'empêche pas que le choix qui est fait est un choix pédagogique que nous assumons et qui est un choix pédagogique conforme donc à ce que nous pensons bien pour nos différents élèves. Alors, pour les classes donc d'examen, donc les cours reprennent donc le 1er juin 2020 et nous avons prévu justement que ces cours prennent fin le 11 juillet donc 2020. Et les examens commenceront donc par le certificat d'études primaires, les BEP et les BEPC, donc à partir du 14 juillet. Et le baccalauréat, qu'on ne peut pas organiser en même temps que le BEPC, se tiendra à la fin de la session du BEPC, qui lui prend fin le 28 juillet. Et donc, tenant compte donc, de la fête de la Tabaski, donc on a proposé, et le gouvernement a adopté, que donc le baccalauréat puisse commencer le 3 août donc, 2020 pour se terminer le 27 août 2020. Alors le gouvernement aussi a décidé que pour cette année exceptionnelle, aucun élève ne soit renvoyé pour insuffisance de résultats. Vous pouvez être renvoyé pour avoir achevé votre cursus, vous êtes en fin de cursus, vous n'avez pas la moyenne requise, vous êtes renvoyé. Vous pouvez être renvoyé pour indiscipline, mais pas pour insuffisance de résultats. Le gouvernement aussi a décidé que l'arrêt des activités pédagogiques pour les classes intermédiaires ne signifie pas la mise en vacances des enseignants donc, qui tiennent que des classes intermédiaires. Et donc le gouvernement a adopté un décret portant réquisition collective à titre exceptionnel pour l'année 2019, scolaire 2019-2020 de l'ensemble des enseignants, donc des classes intermédiaires, de tous les niveaux d'enseignement, du 1er juin donc, au 15 juillet 2020, pour apporter un appui donc, aux classes d'examen qui seront en cours, dans l'optique de faire respecter les mesures barrières. Vous savez qu'il y a des classes de CM2, des classes de 3e, de terminale, où les effectifs, c'est tel qu'on ne peut pas observer la mesure de distanciation physique. On sera amené à scinder ces classes-là. Et donc, les enseignants des classes intermédiaires seront mis à contribution pour donc appuyer. Il peut arriver aussi des cas de force majeure où un enseignant est défaillant pour raison de santé, par exemple. Il peut y avoir d'autres raisons. Je prends le cas de la raison de santé. Il peut être, alors qu'il tient une classe d'examen, et il va être remplacé donc par des enseignants de classe intermédiaire donc pour poursuivre cela. Donc ce décret aussi a été adopté. Le gouvernement donc a aussi dans cette dynamique encouragé donc les acteurs qui accompagnent donc le système éducatif à tout mettre en œuvre donc pour la réussite donc de ce processus afin que nous puissions donc achever cette année scolaire dans de bonnes conditions. Et enfin, ce qui est important de noter, c'est que quand au niveau des provinces, nous avons fait le point de l'état d'exécution des activités scolaires, donc ça montre que le programme scolaire n'est pas totalement achevé. C'est clair. Et donc pour ce faire, donc, ce qui a été retenu aussi, c'est que dans la mesure du possible, chaque enseignant évolue avec ses élèves à la rentrée donc 2020-2021, dans la mesure du possible, parce qu'il y aura forcément donc quelques affectations pour convenance personnelle ou par nécessité de service en fonction des cas, même si ça va être suffisamment contrôlé. Maintenant, l'idéal serait que chacun puisse évoluer. Mais il a été demandé aussi à chaque enseignant
donc dans le cadre des décisions qui ont été prises par le Conseil des ministres, de préparer un mémorandum à la fin de l'année scolaire, donc avant le 15 juillet, de préparer un mémorandum pour faire l'état d'exécution des activités donc, pédagogiques qui ont été menées, de façon à ce que, s'il venait à être remplacé à la rentrée scolaire 2020-2021, que l'enseignant ou les enseignants qui vont faire ce remplacement aient donc l'information de l'état d'exécution de l'année scolaire passée, de façon à en tenir compte pour le démarrage donc, de l'année scolaire 2020-2021, en termes de rattrapage d'un certain nombre d'activités qui sont essentielles pour la suite. Vous prenez par exemple des mathématiques ou la physique-chimie ou d'autres disciplines. Si vous n'avez pas achevé le programme, il peut être difficile de pouvoir poursuivre d'autres chapitres qui sont en lien avec des chapitres qui n'ont pas été vus. Donc ce mémorandum est une obligation. Donc pour chaque enseignant, c'est obligatoire de le faire. Et pour terminer, donc, par rapport à ces différentes décisions qui ont été prises, le gouvernement a fixé donc, la rentrée scolaire 2020-2021 comme suit. La rentrée administrative est fixée au 15 septembre 2020 et la rentrée pédagogique au 1er octobre donc, 2020. Donc voilà donc en résumé donc, ce qui est ressorti donc, des décisions donc, du Conseil des ministres pour l'achèvement de l'année scolaire 2019-2020 dans le secteur de l'éducation nationale. Je vous remercie. Draman Dadian de la RTV Télévision. Monsieur le ministre, la rentrée, vous l'avez dit, c'est le 1er juin. Est-ce que les masques de protection sont là? Merci, je suis Mathieu Somda de la Radio Nationale. J'aimerais juste savoir quel est le taux d'exécution actuel du calendrier scolaire qui a été déjà fourni au niveau du département de l'éducation par les différents établissements au niveau du Burkina. Est-ce que ce taux couvre les zones à risque, c'est-à-dire les zones rouges où pratiquement le système éducatif est un peu paralysé? Une autre préoccupation, c'est vrai que le premier, c'est la rentrée. On dit le plus souvent que l'éducation ou la continuité de l'éducation, c'est la répétition. Est-ce que les enseignants qui vont assurer ces cours à ces élèves ou candidats ont été suffisamment formés pour poursuivre la sensibilisation de ces élèves sur la maladie à coronavirus? J'aimerais aussi savoir si, au niveau des différents acteurs, si à l'étape actuelle, chaque acteur maîtrise son rôle, c'est-à-dire l'État et son engagement, les partenaires sociaux et les promoteurs d'établissements, que ce soit privé ou bien public. Merci. Alors donc, la première question est en lien avec la disponibilité donc, des masques. Alors il faut dire que nous avons donc une évaluation du nombre d'élèves et du nombre d'enseignants que nous avons, du nombre d'élèves en classe d'examen, du nombre d'enseignants que nous avons au niveau national. Et donc c'est sur cette base donc, justement que nous mettons au fur et à mesure à disposition donc, les masques un peu partout. Donc nous avons plusieurs tailles. Nous avons des tailles 3 qui concernent donc des élèves de classe de CM2, des tailles 4, les élèves de 3e CAP et les tailles 5 pour les élèves de terminale, les élèves des classes de BEP et donc le personnel enseignant. Donc nous travaillons à la mise à disposition progressive. Nous sommes à la date d'aujourd'hui à environ 768 000 masques qui ont été donc confectionnés. À la date d'hier, ça c'est un point qui a été fait à la date d'hier, parce qu'aujourd'hui encore des livraisons qui se poursuivent et on aura à 18h donc la quantité de masques qu'il faut. Donc il faut dire que pour la région spécifique du centre, donc le nombre de masques est disponible est réparti à raison donc de 2 donc par enseignant, mais dans les autres régions, donc la cadence de production est assez faible. En lien avec donc, les capacités même de production donc, des couturiers et tout. Et c'est pour cela que Ouagadougou deviendra donc, le poumon en fait, de cette production. Et donc, depuis la semaine dernière, nous avons la quantité disponible pour tous les niveaux d'enseignement au niveau de la région du centre. Et tout ce qui est en train de nous être livré, donc depuis, on va dire, depuis samedi, c'est des masques qui vont être mis à disposition de certaines régions en renforcement. Vous avez par exemple la région
du centre-ouest, qui est la deuxième région qui vient, après celle donc de la région du centre où on a plus de 500 000 masques. La région du centre-ouest, nous avons autour de 67 000 masques. Et donc, et au fur et à mesure, donc c'est en fonction des besoins que nous allons au fur et à mesure mettre à disposition. Et donc, il y a des missions qui partiront dès vendredi pour renforcer donc les différentes régions au fur et à mesure. Ce que nous avons décidé de faire donc en attendant, c'est que dans les autres régions, nous allons faire une distribution puisque toutes ces régions ont besoin donc justement du renfort de la région du centre. Donc, nous allons mettre à disposition des masques pour que ce soit d'abord distribué un masque par personne le premier jour, et au fur et à mesure que nous leur livrons, ils auront les 2 masques. Donc voilà un peu, mais il pourrait y avoir quelques petites difficultés le premier, mais les cours reprendront le premier partout où les masques seront disponibles. Pour ce qui est de l'état d'exécution, c'est assez disparate. Donc il y a la situation d'exécution des cours par zone. Donc nous avons donc un état d'exécution des activités pédagogiques qui va de 31,66% à 96,05%. Donc c'est vraiment disparate. Et les plus faibles taux, ce sont des taux observés dans les régions à défi sécuritaire, comme par exemple dans le Yaga ou dans d'autres régions, où c'est totalement fermé depuis un certain moment. Mais dans toutes les régions où on n'a pas le défi sécuritaire, les taux d'exécution tournent autour de 70%, entre 70 et 96%. Et donc, pour toutes ces zones-là, on peut valider donc l'année scolaire en lien avec nos activités. Mais dans les zones à défi sécuritaire, parce qu'on va reprendre le premier, mais on ne garantit pas que ça va reprendre partout. Là où, justement, le problème d'insécurité ne permet pas d'ouvrir, on ne pourra pas ouvrir et on attendra que les conditions se réunissent pour donc la réouverture. Parce qu'à la date du 16 mars 2020, on avait quand même 2512 établissements fermés avant la fermeture de l'ensemble des établissements. Et ces 2512 étaient fermés en lien avec donc, le défi sécuritaire. Est-ce que les enseignants ont été formés pour la sensibilisation? Alors, vous savez, nous avons prévu comme privé plus de 100 000 enseignants. Au niveau du ministère en charge de l'éducation pour l'enseignement public, nous avons autour de 90 000 enseignants. Si vous avez été le privé, nous avons beaucoup plus. Nous ne pouvons pas assurer, comme on le fait, les formations pour chacun. Il y a eu des initiatives d'ONG, d'institutions internationales, de former par exemple des enseignants de la région du centre ou dans telle région. Nous avons dit, on n'est pas dans une situation de défi sécuritaire où il y a des zones concernées et des zones non concernées. Nous sommes dans une situation de défi sanitaire où tout le monde est concerné. Et donc pour nous, il n'est pas opportun donc, de former une partie et de laisser l'autre partie. Ça va même créer des problèmes donc, dans le système éducatif. Et ce que nous avons décidé, et cela a été validé par le ministère de la Santé, c'est de préparer un module de sensibilisation sur le Covid-19. C'est comme un cours. Et donc ce module a été préparé, il a été validé par le ministère de la Santé, à travers le CORIS et tout. Et ce module-là, à la date d'aujourd'hui, a été reproduit à 120 000 exemplaires sur 150 000 attendus. Donc, à la date d'aujourd'hui, nous avons la quantité, parce que nous avons environ 119 000 enseignants. Donc, nous faisons l'évaluation. Donc, nous avons la quantité qu'il faut pour que chaque enseignant ait ce document. Il a été reproduit, mis à leur disposition. Et le 1er juin, le premier cours, comme le premier cours qui se fera le 1er octobre, ça va être le premier cours sur le module. Donc, sur le Covid-19, donc sur cette maladie. En termes donc de connaissance de la maladie, en termes donc de sensibilisation sur les mesures de lutte contre la propagation de la maladie, et on a souhaité que régulièrement par semaine, des enseignants puissent continuer de le faire. Donc ce document est disponible, la version électronique, on la mettra à disposition, mais chaque enseignant aura cette version papier donc bien reproduite qui pourra rester. Et donc ce document-là, facile à lire, présenté sous forme de cours, permet à chaque enseignant, en fonction du niveau qu'ils ont, de pouvoir le lire et de l'adapter au niveau de sa classe. Est-ce que chaque acteur est conscient de son rôle et s'accroche à son rôle? Moi, je parlerai du gouvernement. Pour le gouvernement, oui. Et nous travaillons, le gouvernement s'est engagé sur un certain nombre de choses. Donc la question de la disponibilité du savon. Actuellement, le savon, plus de 82 000 cartons ont été distribués dans les différentes régions. Ils sont en train d'être distribués dans les provinces. Les masques, au fur et à mesure que nous les obtenons, nous les mettons à disposition. Et nous avons élaboré des affiches avec l'accompagnement de l'UNICEF qui seront affichées dans chaque salle de classe du pays. Nous avons tiré 120 000 exemplaires.
Nous avons donc le module de sensibilisation sur la COVID-19 donc, qui a été donc élaboré. Et donc, nous prenons toutes les dispositions au niveau du gouvernement pour que cela se fasse. Et les décisions qui ont été donc prises aujourd'hui par le Conseil des ministres font partie donc du rôle et de la responsabilité donc de l'État en matière de conduite et de gestion de l'éducation nationale dans notre pays. Maintenant, pour les syndicats, je ne suis pas avec eux, et donc je me garderai de dire quelque chose. Ce que je peux dire simplement, c'est que nous allons les rencontrer le vendredi prochain pour leur faire le point et demander donc leur appui et leur accompagnement pour la mise en œuvre des décisions prises par le gouvernement. On le fera aussi pour les parents d'élèves dès jeudi, dès demain, et aussi avec l'ensemble des fêtières du privé, pour que chacun, effectivement, dans le rôle qui est le sien, puisse contribuer à l'achèvement de cette année scolaire, afin que nous puissions entamer l'année scolaire 2020-2021 dans de bonnes conditions. Moi, je suis Charles de Radio Omega. Alors moi, j'aimerais savoir quel est le sort des vacataires, surtout ceux-là qui tiennent des classes intermédiaires. Est-ce qu'ils pourront être un appui au niveau des enseignants qui présenteront un état de santé? Ok, moi c'est Tougri Michael de la télévision True TV. Quand je suis votre raisonnement, apparemment vous n'évoquez pas la question des établissements privés. Est-ce qu'ils sont dans les dispositifs de tout ce que vous venez de nous présenter? Est-ce qu'il y a eu des concertations avec l'association peut-être des fondateurs d'établissements privés pour que la rentrée du 1er juin soit effective? Tous les enseignants qui peuvent contribuer justement en termes d'appui sont les bienvenus. Au niveau du public comme dans le privé, il arrive effectivement que des vacataires soient sollicités et si cela est nécessaire, ils pourront contribuer en cas de besoin donc justement à appuyer. Et il y en a qui tiennent des classes d'examen, il y en a qui ne tiennent pas. Mais partout où il y a un besoin, ils vont contribuer effectivement. Il n'y a pas de discrimination à ce niveau. Alors, mais nous n'avons pas de responsabilité et d'engagement vis-à-vis donc des vacataires. Et donc, nous ne pouvons pas prendre de décision par rapport à eux en termes d'appui et autres. En fait, à ce niveau, ce sont les responsables d'établissements publics ou privés qui apprécieront et qui pourront donc le faire appel le cas échéant. Alors, la question du privé, non, je n'ai pas parlé que de l'enseignement public. Mais nous ne pouvons réquisitionner que ceux qui ont un engagement avec nous. C'est pour ça que le décret réquisitionne les enseignants du public. Mais toutes les initiatives que nous prenons, que ce soit la question des masques, la question du savon, la question du module de sensibilisation, la question des affiches, c'est pour tous les établissements, qu'ils soient publics comme privés. Et nous avons chaque fois rencontré justement les fêtières de l'enseignement privé pour échanger. Nous avons rencontré, nous sommes à 3 rencontres, et nous aurons demain après-midi une 4e rencontre pour leur faire le point et échanger avec eux sur les décisions qui ont été prises pour qu'ils puissent effectivement les mettre en œuvre. Donc on échange toujours ensemble. Et certains ont posé un certain nombre de préoccupations donc, qui ont été transmises donc, à un certain niveau et qui sont en train d'être examinées en lien avec des possibilités d'accompagnement pour leur permettre donc, de pouvoir donc, achever donc, le calendrier. Donc c'est vous rassurer que toutes les mesures que le gouvernement prend, c'est aussi bien pour le public que le privé, mais il y a des engagements qu'on ne peut prendre qu'avec donc, le public parce que ces enseignants sont recrutés des agents de l'État et donc des décisions peuvent être prises. Maintenant, il appartiendra aussi au privé à ce niveau de voir si elle peut aller dans ce sens ou pas. Mais tout le matériel que nous mettons à disposition pour donc justement l'observation des mesures barrières sont des mesures prises aussi bien pour le public comme pour le privé. Merci. Je voudrais, à travers vos micros et caméras, donner quelques informations aux populations sur la campagne cotonnière passée, c'est-à-dire la campagne 2019-2020, et aussi donner des informations sur la nouvelle campagne pour la campagne passée. Il vous souviendra que sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, il a été mis en place un comité de haut niveau pour la relance donc, de la production cotonnière. Et ce comité de haut niveau que j'ai l'honneur de présider et avec le ministre en charge des Finances et celui de l'Agriculture, ce comité a travaillé et a mis un certain nombre de dispositions en place en accord avec la ICB qui est l'interprofession de la filière coton pour
arrivé à proposer donc, des solutions pour lancer la culture du coton. Et sur cette base-là, le gouvernement a décidé donc d'accompagner le dispositif en apportant une subvention d'environ 28 milliards de francs CFA pour que nous puissions à la fois contribuer à augmenter le prix d'achat du coton, à contribuer à subventionner les prix de cession des intrants, mais aussi à solder définitivement les impayés qui faisaient qu'il y avait des difficultés au niveau de la production cotonnière. Il vous souviendra que les impayés étaient autour donc, de 11 milliards et que nous avions apporté en son temps 3,5 milliards pour compléter le prix d'achat du coton. Et ce qui faisait que l'année dernière, nous avons réussi donc à adopter un prix d'achat du coton à 265 francs CFA par kilogramme donc, de coton. Et l'ensemble de ces mesures conjuguées à l'effort donc, de dialogue avec les acteurs qui a permis donc, j'allais dire, d'apaiser le climat un peu délétère qui existait dans la filière, a permis aux uns aux autres de repartir dans la production du coton. Alors, normalement, on devrait s'attendre à l'augmentation donc, de la production cotonnière et bien entendu à ce qu'il y ait beaucoup plus de revenus dans la filière. Et quelques chiffres de cette campagne montrent clairement que nous avons réussi donc, à produire 464 000 tonnes de kilogrammes de coton graines et que nous avons une prévision en son temps donc, d'autour donc, de 650-700. Et si la paix est revenue, si nous avons réussi à solder les impayés, si nous avons réussi à augmenter le prix d'achat, nous avons quand même connu des difficultés. Et ce sont ces difficultés qui nous ont amenés à atteindre ce niveau donc, de production. Je voudrais donc énumérer quelques-unes pour indiquer que par rapport donc, aux prévisions de superficie effectivement donc, de production de coton, nous nous sommes retrouvés dans une situation où 2% de superficie n'ont pas été, j'allais dire, utilisés dans la zone Sofitex, 8% donc au niveau de la zone Faso-Coton, mais de manière exagérée et de manière, j'allais dire, plus importante, dans la zone Sokoma à l'est, 41% donc, des superficies n'ont pas pu donc, être utilisées par nos producteurs. Et cela a une explication connue, c'est dû donc à des questions d'insécurité. Il est clair que cela a eu un impact sur le niveau de production nationale qui a fait que, par exemple, dans la zone Sofitex, où nous avons eu une croissance, une augmentation du volume donc, de la production de 16%, au niveau donc, de Faso Coton, où nous avons eu donc, une augmentation de la production de 4%, mais au niveau de Sokoma, où on n'a pas réussi à cultiver sur 41% des terres, nous avons donc une chute de la production de moins 31%. Donc ces différents événements combinés nous ont amenés donc à atteindre donc ce niveau donc de production de coton qui est en deçà effectivement de ce qu'on s'attendait pour cette campagne-là. Alors, ceci dit, cela n'enlève en rien le bien fondé de l'engagement qui a été pris de continuer à accompagner les producteurs. C'est pour cela encore que cette année, après analyse de la situation au sein de la filière, après avoir pris en compte la situation internationale qui fait qu'il y a aujourd'hui une baisse du coût d'achat du coton fibre à l'international, et après avoir eu l'ensemble des échanges avec les acteurs de la filière, le gouvernement a pris deux décisions importantes. La première, c'est de maintenir le niveau de subvention des prix de cession aux intrants, au même niveau que l'année dernière. L'année dernière, il vous souviendra que pour cette campagne-là, le gouvernement avait fait en sorte que le prix donc, des engrais et de l'urée soit donc à 14 000 francs le sac effectivement donc, de 50 kg pour permettre aux producteurs donc, de ne pas payer plein pot les prix, j'allais dire, la vérité des prix. Nous avions donc l'année dernière apporté une subvention pour permettre à ce que les insecticides donc, classiques reviennent à 3 800 francs la dose et que les insecticides de spécialité reviennent à 7 000 francs CFA la dose. Je voudrais indiquer pour cette campagne encore, le gouvernement donc, mettra en œuvre une subvention pour permettre donc, de maintenir ces prix-là. La deuxième décision qui a été prise, c'est que pour permettre donc, à l'AICB d'annoncer le prix d'achat du kilogramme de coton graine sur la base donc, de la mise en œuvre de son mécanisme d'établissement des prix,
il est aussi demandé une contribution donc, de l'État. Le Conseil des ministres a bien voulu concéder 10 francs CFA par kilogramme donc, de coton grain qui sera vendu donc, au titre de la campagne 2020-2021 aux producteurs pour leur permettre donc, de compléter le prix qui sortira donc, du mécanisme de prix pour enfin annoncer un prix d'achat donc, du coton grain pour la campagne qui vient. Alors, je voudrais donc dire à ce niveau que notre agenda se concorde très bien. D'ici la fin de la semaine, l'AICB devrait donc, sur la base donc, de ces informations-là, annoncer les prix d'achat du coton pour la campagne qui arrive. Et bien entendu, le comité de haut niveau se mettra tout de suite en route pour travailler dans le respect donc, des mesures barrières avec les producteurs sur le terrain, pour ce que nous appelons les FORA, pour continuer à sensibiliser et nous donner les moyens. Avec le programme coton, c'est-à-dire la recherche, de fournir des plans donc, de qualité, avec le ministère de l'Agriculture, de faire en sorte qu'il y ait un contrôle accru, comme on l'a fait l'année dernière, sur la qualité de l'engrais et l'ensemble donc, des insecticides, pour que nous continuions donc d'avoir une production cotonnière où les acteurs évoluent de manière apaisée et arrivent à tirer le bénéfice donc, de leur travail. Voilà les quelques informations que je voulais communiquer pour permettre aux uns et aux autres de connaître les décisions qui ont été prises par le Conseil des ministres et indiquer combien la filière coton est tellement, j'allais dire, importante pour le gouvernement, comment la filière coton est importante pour le Burkina Faso, d'autant plus que c'est le premier produit agricole d'exportation que nous avons au Burkina Faso. C'est le deuxième après l'or. C'est aussi une filière qui emploie des millions de personnes. C'est une filière qui nous permet donc de jeter davantage la base d'industrialisation de notre pays, d'autant plus que le Faso d'Afano qui nous est cher, la cotonnade qui nous est chère, provient donc du coton burkinabé. Et vous comprenez très bien l'engagement qu'on a aujourd'hui au niveau donc de cette filière-là et l'accompagnement que le gouvernement fait. C'est le lieu de saluer les cotonculteurs qui bravent en tout cas la dureté de la terre, qui bravent donc l'infidélité pluviométrique, qui bravent les changements climatiques et qui s'engagent tous les jours pour contribuer au développement économique de notre pays. Je suis Mathieu Somda. Revenons donc sur les difficultés relatives donc, à l'insuffisance de rendement cette année au niveau de la production cotonnière. J'estime que le prix d'achat du kilogramme de coton peut-être n'est pas aussi attractif pour permettre à certains producteurs de se donner à fond. Ça pourrait être aussi l'une des difficultés parce que nous en avons suivi un peu avec les discussions avec certains producteurs qui estiment que ce prix-là n'est pas aussi très favorable et permet aussi de faire des bénéfices. Au niveau des zones rouges, par exemple Sokoma qui n'a pas pu emblaver 41% de ses terres, de ses superficies, la menace est toujours réelle. Est-ce que vous écartez déjà ces différentes proportions pour aller vers une analyse assez objective en matière de production de coton, puisque Sokoma et Faso Coton connaissent quand même des difficultés? Au niveau de l'accompagnement du gouvernement avec les 10 francs CFA à rétrocéder aux paysans pour leur permettre quand même de résoudre certaines difficultés, j'aimerais savoir comment cet appui-là sera orienté pour permettre à chaque GPC, à chaque groupement d'en bénéficier. Merci. Merci bien. Moi, c'est Tougri Michael de la télévision True TV. Moi, j'aimerais demander à M. le ministre, est-ce qu'aujourd'hui le Burkina Faso a définitivement abandonné cette première place de producteur de la sous-région en matière de coton? La deuxième question, c'était de savoir, il y avait une certaine subtilité au niveau des producteurs où souvent, ils prenaient l'engrais, ils faisaient peut-être le maïs et à côté, ils faisaient le coton. Mais depuis ces dernières années, on a vu que ce n'est plus le cas. Il faut produire uniquement que du coton. Est-ce que ce n'est pas à ce niveau-là que le problème se pose? Merci bien, Monsieur le ministre. Le débat donc sur le prix d'achat, il faut dire qu'à chaque fois qu'il est possible, sur la base donc, du mécanisme de définition donc, du prix du coton qui est fait par l'interprofession, donc avec les producteurs, avec l'UNPCB, à chaque fois que le mécanisme le permet, à chaque fois que le fonds de lissage le permet, des grands efforts sont faits à ce niveau. Mais ce n'est pas uniquement le mécanisme au plan national seulement qui est le seul élément déterminant. J'allais dire le mécanisme intègre le coût d'achat du coton à l'international
Et je pense qu'il est facile aujourd'hui donc de constater sur Internet, de vérifier un peu partout quel est le coût d'achat donc du coton. Ce n'est pas des choses qui sont cachées, c'est des choses que tout le monde peut vérifier aujourd'hui. C'est sur la base donc de ce coût d'achat donc du coton fibre à l'international que le prix du coton graine est fixé. Le prix du coton graine, on sait très bien aujourd'hui qu'il faut à peu près 2 fois 2 kg effectivement et demi de coton graine pour produire à peu près 1 kg donc de fibre de coton. Donc il est très facile effectivement donc, de prendre les chiffres que nous avons, vous les multipliez par 2 fois et demi et vous regardez un peu le coût de coton à l'international. Quand vous rajoutez donc l'ensemble donc des charges inhérentes effectivement donc à la production de la fibre de coton, c'est très facile effectivement donc d'arriver à définir des coûts soi-même. Donc c'est pas des choses effectivement donc qui sont je l'ai dit, opaques. Ce sont des choses qui sont transparentes, que toute personne qui se met à faire l'exercice comprend très bien le mécanisme de fixation. Ce n'est pas du tout compliqué. Bon, seulement, si on reste effectivement donc dans les perceptions, ça peut poser réellement donc des problèmes. Et si on conteste, effectivement, donc on doit être capable de faire un calcul assez clair pour indiquer si les niveaux de prix qui sont faits ne sont pas intéressants. Du reste, c'est quand même un gros travail qui a fait avec l'ensemble des acteurs qui connaissent très bien la problématique de leur secteur, pour qu'à chaque fois nous puissions avancer. C'est pour cela que l'État ne se contente pas uniquement donc de regarder qu'est-ce qui sort donc dans le mécanisme. L'État, à chaque fois que le mécanisme détermine un prix, l'État regarde quel peut être son appui. L'année dernière, ça a été quand même un appui qui avait été annoncé de 5 francs sur le prix du kilogramme de coton graine. Et cette année, je viens de vous indiquer que nous annonçons pratiquement le double, c'est-à-dire 10 francs sur le prix donc, du kilogramme de coton graine, en tenant compte du niveau du cours mondial du coton qui a baissé et forcément que le mécanisme au plan national va certainement donc ramener donc les coûts d'achat à un niveau où l'État a amené quand même à accompagner. Donc la volonté ici de faire en sorte que les producteurs aient à la fin un prix d'achat intéressant est quelque chose qui est régulièrement manifesté par l'État à travers les décisions que nous prenons. Mieux, quand vous regardez l'année dernière, nous avons décidé de prendre sur nous-mêmes d'apurer les impayés. 11 milliards ont été mis à la disposition donc, de la filière pour apurer les impayés. On pourrait bien justifier comment est-ce que ces impayés sont arrivés, mais au lieu effectivement donc, de porter la responsabilité sur le producteur, l'État a décidé de prendre sur lui-même cette décision-là, cet engagement-là, pour pouvoir donc accompagner les acteurs. Donc à chaque fois, nous montrons à travers cette décision que nous supportons les conséquences effectivement donc liées souvent donc comme je le disais aux infidélités pluviométriques et puis aux questions les questions parasitaires. Alors ce que je vais rajouter à ce niveau sur les zones de production, je voudrais rassurer M. Sonda que l'ensemble donc des zones de production du coton du Burkina Faso ont 3 couleurs. C'est le rouge, le jaune et le vert. Il n'existe aucune zone rouge, effectivement, donc, au niveau de la production donc, du coton. Toutes les zones portent la couleur donc, du Burkina Faso et les gens travaillent tous les jours pour maintenir effectivement le rythme donc, du travail. Seulement, il y a des zones sur lesquelles il y a beaucoup plus de défis sécuritaires certainement donc, à relever. Il y a beaucoup plus donc, de dispositions à prendre pour que les gens puissent produire. Parce qu'il n'est pas du tout, j'allais dire, heureux pour personne lorsque nous nous retrouvons dans la zone donc, de l'Est, que des gens n'aient pas pu, en tout cas, travailler sur l'ensemble des terres, où j'allais dire, où des producteurs ont dû abandonner leurs champs et n'ont pas pu récolter. Et ce n'est pas, en tout cas, donc, de gaieté de cœur aujourd'hui que nous annonçons de ces situations-là. Et donc, d'une manière générale, les dispositions qui sont prises pour que le Burkina Faso puisse retrouver la quiétude générale sur l'ensemble donc, de ces kilomètres de mètres carrés donc, de notre pays, l'ensemble des dispositions qui sont prises là, c'est pourquoi à la fois nous puissions aller à l'école, nous puissions cultiver nos champs, nous puissions en tout cas vivre paisiblement dans nos villes et villages, nous puissions donc continuer donc, à profiter donc, des joies que offre notre pays. Donc ce sont des dispositions qui valent pour tout le monde, pour tous les secteurs d'activité, qu'on vienne du privé, qu'on soit cotonculteur, c'est les mêmes dispositions qui sont prises pour que tout le monde puisse exercer ses activités économiques. Et je pense que nous allons continuer, et c'est le travail qui est fait régulièrement par les forces de défense et de sécurité que je salue ici, pour permettre au pays de continuer donc à produire, pour permettre aux paysans de continuer à travailler, pour permettre à tout le monde de continuer à vivre. Alors, sur les prévisions, nous avons décidé au regard donc, de l'ensemble des informations que nous avons, d'annoncer effectivement donc, que nous comptions produire pour la campagne 2020-2021, nous comptions produire 550 000 tonnes de coton graines. Et nous donnons les moyens effectivement donc, pour atteindre ce chiffre. L'autre chose que je voulais ajouter,
vous avez voulu savoir sur si les 10 francs CFA par kilogramme que l'État apporte, hein, pour que l'AICB puisse annoncer les prix, est-ce que ça irait donc à l'ensemble donc des scopes au niveau donc des coopératives? Mais comme je vous le dis, ces 10 francs CFA par kilogramme, nous allons les communiquons à l'AICB qui va annoncer les prix finaux. Ils vont annoncer les prix finaux, mais quand ils annoncent les prix finaux, c'est qu'ils les intègrent dans le prix final d'achat donc du coton d'ici la fin de la semaine. Ça sera fait. Et sur cette base-là, à la fin de la campagne, si vous achetez le coton grain, à la fin de la campagne, tous ceux qui auront produit bénéficient directement donc, par kilogramme les 10 francs en fait. Donc ce n'est pas de l'argent qui est donné effectivement en amont. Ce qui est fait en amont, c'est la subvention donc, au niveau donc, de la cession donc, des intrants, le prix des intrants, à savoir donc, les engrais, l'urée et les insecticides qui permettent déjà aux producteurs donc, de comprendre en tout cas comment est-ce qu'ils devraient s'engager dans les différents crédits qu'on met en place pour la campagne. Pour le reste, c'est à l'achat donc, du coton grain. Donc je voudrais vous rassurer que tout le monde en tout cas profite normalement donc, de la subvention qui est prévue donc, dans la filière. Et je peux vous rassurer que les acteurs qui sont les professionnels de leur métier, à chaque fois que nous les rencontrons sur le terrain, ils se donnent les moyens pour continuer à produire. Maintenant, vous vous êtes posé la question de savoir, est-ce que ce n'est pas parce qu'on ne donne pas la possibilité aux uns aux autres de cultiver à la fois du coton et des céréales que nous nous trouvons dans cette situation? Il faut dire que dans la réalité au Burkina Faso, nous sommes dans la culture alternée. Nous ne sommes pas effectivement donc, dans la monoculture. Au Burkina Faso, nous ne sommes pas dans la monoculture. Dans la réalité, nous sommes dans une culture où ceux qui produisent le coton sont aussi ceux qui produisent les céréales. Les grandes régions donc, de production céréalière de Burkina Faso sont aussi les grandes régions de production du coton. Et il arrive souvent que des gens produisent sur 10 hectares, ils font 7 hectares donc, de coton, ils font 3 hectares donc, de maïs. Et l'année qui suit, hein, ils ramènent certainement le maïs pour bénéficier donc, de la qualité de l'engrais qui avait été utilisé de l'autre terre. Ils ramènent le coton de l'autre côté, effectivement, c'est comme si on mettait l'autre partie en jachère. Donc, ce sont des choses, effectivement, donc, qui sont des cultures alternées qu'on constate régulièrement. On n'est pas dans la monoculture au Burkina Faso. Donc, je vais dire qu'il n'y a pas de décision, effectivement, donc d'interdiction, mais il est clairement dit que lorsqu'on prend l'engrais pour produire le coton, on doit produire du coton. On ne peut pas prendre l'engrais pour produire du coton, et puis à l'arrivée à l'achat, vous ne vous présentez pas avec un seul kilogramme de coton, parce que vous avez détourné l'engrais de coton pour faire autre chose. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons fait un gros travail d'assainissement des scopes. Hein? La Sofitex, la Socoma et Faso Coton, il y a un gros travail d'assainissement des scopes parce qu'il y avait des gens qui prenaient l'engrais et qui faisaient autre chose, qui spéculaient. Et c'est ce que ça va occasionner les impayés dont il était question. Plus de 1000 scopes effectivement, donc, qui ont été organisés, ont totalement sortis de la liste parce qu'ils prenaient, ils spéculaient, ils ne venaient pas là-dessus. Ce travail d'assainissement-là se poursuit parce que figurez-vous qu'à chaque fois qu'on met 5 francs, 10 francs, c'est aussi les ressources publiques qui sont utilisées pour tout le monde. Je vous remercie.